comme le public le réclame, hein, donc je vais parler de Khadim Silla parce que Khadim et moi, on a quand même un point du destin en commun. Khadim, tu te rappelles depuis combien de temps on se connaît? C'est-à-dire combien d'années? Mathématiques. 31 ans, depuis 1985. Donc nous sommes arrivés jeunes étudiants ambitieux à Angers, dans le 49, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie française, dans le Maine-et-Loire. Donc nous sommes arrivés jeunes, ambitieux, et par hasard, parce que Khadim Silla était en maths sciences, moi j'étais en sciences économie, donc nous nous sommes rencontrés. Et dans notre traversée du désert, tu te rappelles, on a eu un guide en commun. C'est qui? Patrice Doué, un ami ivoirien qui nous a fait découvrir surtout un guide qui s'appelle Cheikh Anta Diop. Donc dans notre traversée du désert, on a rencontré ensemble Cheikh Anta Diop. Et je pense que c'est très important parce que c'est à partir de ce moment-là que notre vision, je pense, de l'Afrique et du Sénégal en particulier a changé. D'ailleurs, c'est ce que exprime notre ami Soukey. Je pense que c'est dans cette optique-là que Khadim a été invité ici pour nous parler tout simplement de son expérience. Parce que quand même, ça fait 25 ans qu'il travaille à l'Institut international de planification de l'éducation. Je pense quand même qu'il est assez mieux placé pour parler de l'éducation en Afrique. Khadim, merci. Je voudrais remercier d'abord Vision Socialiste de m'avoir invité. Je pense qu'on va plutôt soulever des questions et puis on aura l'occasion d'échanger sur certains points de vue, sur certaines problématiques que je crois importantes et que j'ai pu découvrir dans différents pays que j'ai eu l'opportunité de visiter. Donc le thème qui m'avait été demandé de traiter, c'est l'éducation en Afrique. Le titre en lui-même est un peu prétentieux, parce que parler de l'éducation en Afrique en moins d'une demi-journée relève d'un défi insurmontable. Néanmoins, je crois qu'on aurait pu parler de l'éducation au Sénégal. Mais je pense que Momar Diop l'a clairement souligné. Il y a cette perspective panafricaine qu'on a voulu faire ressortir à travers ce titre. Donc il était important donc de parler de l'Afrique, même si le temps ne nous permettra pas d'aborder la totalité des problématiques africaines. Mais il y a des sujets qui sont très communs, très récurrents à l'ensemble des pays, donc je vais plutôt mettre l'accent sur ces questions-là. Parler de l'éducation aussi relève d'un autre défi. D'abord, l'éducation est vaste. Il y a le préscolaire, il y a le primaire, il y a le secondaire, le supérieur, le formel, le non formel, l'enseignement de base non formel. Donc il y a toute une gamme de formations offertes et tous ces systèmes-là se recouvrent quelque part. Donc encore là, il n'est pas question d'aborder la totalité de ces problématiques. Donc je vais essayer de les serrer, faire des va-et-vient par rapport à certaines questions qui sont d'importance capitale à mon sens. Bon, je suis là à titre personnel, bien entendu, je suis fonctionnaire international, mais là je défends mes propres idées qui n'ont rien à voir avec les idées de l'institution. Donc je tenais à préciser cela. Voilà. Donc pour commencer, j'ai voulu rappeler cette métaphore de l'éducation qui a été dictée par Joseph Kizerbo et qui dit que maman a accouché ne signifie pas que maman en a terminé. C'est une expression bambara, donc africaine. En effet, l'être humain ne n'est pas tout fait. Il doit être bonifié et raffiné dans la ligne d'une histoire et d'une culture singulière. Cette mission imprescriptible ne peut être ni transférée ni assumée par procuration. Je vais commencer à partir de cette métaphore pour deux raisons. D'abord, on s'interroge sur la dynamique des systèmes éducatifs africains d'aujourd'hui. Est-ce que cette dynamique s'inscrit dans un processus de bonification et de raffinement, en cohérence ou en accord avec une lignée historique et culturelle?
Est-ce que le système éducatif produit des acteurs capables de répondre aux exigences de la société, être capable de produire les transformations qu'on entend de la société? La deuxième interrogation que je vais tirer de cette expression, c'est est-ce que cette mission qui normalement doit relever des autorités nationales, est-ce qu'elle est réellement assumée par les États? Est-ce qu'il y a une démarche purement endogène des systèmes éducatifs africains? Est-ce que ces systèmes éducatifs ne sont pas sous l'emprise ou sous la domination des institutions? Je pense aujourd'hui, récemment, il y a eu à Incheon c'est en Corée du Sud, une rencontre internationale qui déclinait les perspectives de développement dans le monde. Et Incheon propose un agenda international sur qu'en 2030, donc à peu près 15 ans, l'éducation pour une éducation inclusive, dit-on. Incheon vient après le forum de Dakar qui a eu lieu en 2000. Et bien avant le forum de Dakar, il y a eu Jomtien, c'est en Thaïlande je crois, en 1990, où les grandes perspectives, les grandes lignes, les grandes orientations des systèmes éducatifs ont été déclinées. Et la priorité a été accordée à l'accès universel de l'éducation, une éducation de qualité pour tous. C'est ça la formulation officielle. Mais concrètement, comment ça s'est traduit dans les systèmes éducatifs? Est-ce que les États ont eu une marge de manœuvre de décliner une vision purement endogène, recentrée sur les besoins purement nationaux et continentaux? Je crois que cette question-là mérite d'être discutée, d'autant plus que le financement de l'éducation pose un problème. Pose un problème parce que tout simplement les budgets de l'État ne sont pas suffisants. Et les pays ont recours à un financement international, et qui dit apport de financement international parle quelque part de la possibilité ou de l'éventualité d'une injonction, parfois sous forme d'injonction, dans les orientations des politiques éducatives nationales. Donc voilà les deux interrogations que je vais essayer de souligner à travers les points de défi que je vais vous présenter. Donc sur ces défis, trois questions vont se poser d'importance différente. Il y aura un premier problème qui est lié à l'accès à l'éducation. Est-ce que tout le monde va à l'école? Les statistiques nous permettent d'avoir une idée bien précise. Sur l'ensemble du continent, on a comme principal indicateur de mesure de l'accès, c'est le taux de scolarisation. On a un niveau de scolarisation au niveau primaire, j'entends bien, de l'ordre de 75% sur l'ensemble du continent. Certains pays sont en passe d'atteindre ce qu'on appelle la scolarisation universelle au niveau du primaire, mais la majorité des pays sont un peu en retard sur cet objectif qui avait été, en tout cas, fixé à l'échelle internationale pour l'année 2000. Aujourd'hui, on est en 2015. Très peu de pays sont en mesure de dire qu'ils ont atteint l'accès universel. Mais là, le défi qui va se poser, il est d'abord d'ordre démographique. Les prévisions démographiques parlent d'un doublement de la population africaine au bout de 30 ans. Alors, si la stratégie est d'arriver à scolariser tous les enfants d'âge scolarisable, je crois qu'on ne réussira pas. Parce que, encore, dans les budgets de l'État, quand on regarde par rapport à la production nationale, la plupart des pays consacrent à peu près 4% de leur PIB à l'éducation, ce qui est une recommandation internationale. 20% de leur budget, le budget national, le Sénégal est à 40%. Et malgré cet effort considérable, tous les enfants ne sont pas à l'école. Donc là, on est en présence d'un paradigme qui veut que la scolarisation se fasse à travers le cadre institutionnel. Et déjà, le fait de parler de l'éducation dans son contexte institutionnel est une usurpation en soi. Car, comme l'a dit Joseph Kizerbo, l'éducation n'est pas l'affaire uniquement du système éducatif formel. Donc, avoir cette perception de l'éducation à travers l'institution éducative constitue
un obstacle infranchissable pour les États africains. Donc cette perspective de développement de l'éducation à partir de la scolarisation du CP au CM2, du collège, de la terminale, ne peut pas répondre efficacement à la demande éducative qu'elle croît à un rythme important, au moins de 3%. On nous dit que la solution, c'est la maîtrise démographique et qu'on doit arriver à la transition démographique, c'est-à-dire là où les natalités baissent et la mortalité aussi également baisse, qu'on appelle la transition démographique. Or, c'est un point de vue personnel que je défends là, la perspective d'un accroissement démographique me semble être une opportunité pour l'Afrique. Et en cela, je partage le point de vue de Bozoré, qui parle de la pression créatrice. Il arrivera un moment, malgré les contraintes démocratiques, je veux dire, de gouvernance des systèmes politiques africains, la pression démographique va entraîner des ajustements quasi naturels, parce qu'à un moment, les gouvernements seront obligés, contraints, de laisser marge de manœuvre aux populations et de répondre à leurs besoins, indépendamment des pressions internationales que pourraient subir ces États. C'est terre de Baudruy, si vous voulez, on pourra en revenir plus tard, mais la pression démographique peut être un vecteur de transformation sociale qualitative. Et de toutes les façons, les politiques de maîtrise de natalité n'ont pas eu les effets escomptés jusqu'aujourd'hui en Afrique, et donc se focaliser sur la maîtrise de la croissance démographique pour satisfaire la demande éducative relève, à mon avis, d'une mission impossible. Donc l'offre est massive et les réponses qui sont proposées ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisantes et elles sont géographiquement mal réparties. Bon, ça, c'est des problématiques techniques liées à ce qu'on appelle la carte scolaire. On a voulu apporter une réponse à cette question à travers les politiques de décentralisation, sans pour autant tenir compte des capacités insuffisantes des structures déconcentrées. Là, je ne parle pas spécialement du Sénégal, mais si vous allez dans un pays comme le Tchad, où je viens il y a juste un jour, les capacités institutionnelles et les capacités humaines au niveau ministériel sont très, très, très insuffisantes. Et plus on va au niveau des régions, des départements, les capacités se réduisent davantage et donc il est impossible de répondre à la demande éducative locale à partir d'une politique de décentralisation. Maintenant, je vais passer rapidement à la question de la qualité que j'ai énoncée à travers une éducation désincarnée. D'abord, pour alimenter l'échange, qu'est-ce qu'on entend par une éducation de qualité? La question se pose au niveau des institutions. Comment mesurer la qualité? Traditionnellement, le point de départ de la mesure de la qualité d'un système éducatif tel qu'on le fait au niveau international et même au niveau des systèmes formels nationaux, on commence déjà par mesurer les compétences, les niveaux d'acquisition, l'évaluation des acquis scolaires, à partir des tests standardisés qui permettent donc de mesurer les capacités cognitives, les capacités de compréhension, les capacités d'analyse, de synthèse, etc. On parle de ce qu'on appelle la taxonomie de Bloom, qui nous permet de voir est-ce que l'enseignement proposé aux enfants permet de développer leurs capacités dans des domaines différents. Et sur la base de ces résultats, on essaie d'analyser les déterminants de la qualité, quels sont les facteurs explicatifs des faibles performances en compréhension, en analyse, etc. etc. Et généralement, il ressort de ces résultats que la question enseignante pose véritablement un problème. Il faudrait renforcer les compétences des enseignants, améliorer les conditions d'apprentissage, offrir davantage de manuels scolaires, etc., etc. Donc cette démarche classique-là
qui est appliqué au niveau international et au niveau national, ne pointe pas du doigt la problématique fondamentale de la qualité de l'éducation, parce qu'elle fait, comment dire, abstraction de la question fondamentale des finalités même du système éducatif. Un système éducatif où tout le monde réussirait avec une finalité imprécise n'est pas nécessairement un système éducatif de qualité. Alors, par rapport à la qualité, la question se pose normalement, c'est une réflexion sur la pertinence des curricula. Est-ce que les programmes d'enseignement répondent déjà aux attentes et aux aspirations de la société? Quelle est la vision stratégique qu'on voudrait véhiculer à travers le système éducatif? Est-ce que le système éducatif sera en mesure d'apporter sa contribution dans ce qu'on pourrait appeler l'homme africain nouveau, l'homme sénégalais nouveau? Et derrière ce concept, qu'est-ce qu'on met derrière cet homme nouveau? Est-ce que c'est un homme fondamentalement enraciné dans des valeurs nationales, porté en tout cas avec des valeurs universelles? Est-ce que c'est quelqu'un capable de relever les défis technologiques du XXIe siècle? Donc ces questions fondamentales-là ne sont pas posées. Et par rapport à l'histoire africaine, quoi qu'on dise, et certains diront que c'est des questions archaïques, mais je ne pense pas, quoi qu'on dise, la perception qu'on a de l'Africain et que l'Africain a de lui-même reste forcément influencé par l'histoire singulière du continent. Donc la question de la confiance en soi, Bergson disait que l'Égypte et la Grèce ont réussi à faire développer des civilisations universelles et unanimement reconnues par leur performance parce qu'ils avaient réussi à développer cette confiance en soi. Est-ce que notre système éducatif nous permet de relever ces défis de la confiance en soi? Une confiance qui a été malmenée par des siècles de domination et qui laisse forcément des traces, qu'on le veuille ou pas, dans la conscience et l'inconscient collectif. Donc le système éducatif, est-ce que le système répond à ces préoccupations-là? Je ne suis pas sûr que ces questions-là se posent à l'échelle continentale et à l'échelle nationale. Alors qu'aujourd'hui, on a des expériences de mesure de la qualité des systèmes éducatifs. Ces mesures sont faites par le PACET, qui est la Conflumen, qui est un organisme, la Conflumen, c'est la conférence des ministres de l'éducation nationale africains, qui est pilotée dans une certaine mesure par la francophonie. Dans les pays anglophones, on a ce qu'on appelle le SACMEC, Southern African Consortium for Monitoring Educational Quality. Ce sont des pilotés par des institutions internationales. Donc, il va de soi que la problématique même de la pertinence des systèmes éducatifs ne peut pas être une préoccupation générale, parce qu'il s'agit, au niveau international, de définir des cadres de réflexion, des grilles d'analyse qui soient communs à l'ensemble des pays. Donc, c'est aux pays d'intégrer ces grilles-là et prendre en compte leurs spécificités, ce qui ne semble pas être fait dans beaucoup de pays. L'autre question fondamentale qui va se poser, et qui là aussi peut être considérée comme archaïque, c'est la question linguistique. La question linguistique, elle est singulièrement préoccupante en Afrique. J'ai personnellement fait le décompte. Il n'y a aucun pays sur cette terre où l'enseignement est fait en langue étrangère, à l'exception notoire du continent africain. En Amérique latine, le portugais et l'espagnol ne sont pas des langues natives. Mais aujourd'hui, c'est devenu des langues maternelles. La langue qu'on enseigne à l'école, c'est cette langue-là qu'on apprend, qu'on parle à la maison. Donc, vous voyez, ce décalage linguistique explique les faibles performances des systèmes éducatifs africains. Le cycle primaire ici en France, il est de 5 ans. Même à supposer qu'on ait la maternelle en Afrique, le cycle est forcément de 6 ans pour les raisons purement linguistiques. Il faut que l'enfant apprenne d'abord la langue pour pouvoir commencer à acquérir des compétences.
Et ça crée un véritable problème parce que même au niveau des enseignants, avec la politique des vacataires et des volontaires, on arrive à avoir des enseignants qui n'ont pas les compétences minimales requises. Donc, vous voyez, donc à la difficulté linguistique s'ajoutent des faibles performances des enseignants eux-mêmes qui n'ont pas les compétences qu'il faut. Or, cette question linguistique, elle est complexe, bien entendu, elle est complexe. Mais les pays l'ont surmontée par la simple volonté politique. Je donne l'exemple emblématique de l'hébreu. Quand Israël a acquis son indépendance, en disant, comment dire ça, quand ils sont allés s'installer en Israël, donc, pour éviter toute connotation politique, la première des choses, quand l'État, je veux dire, Israël a été fondé, la première préoccupation des politiques était de développer une langue nationale, l'hébreu. Or, l'hébreu était une langue morte. Elle n'était pas vocalisée. On savait la signification, on pouvait l'écrire, mais on n'avait pas la tonalité. Elle n'était pas vocalisée. Et la première des choses qui a été faite, c'est d'avoir créé des instituts nationaux de normalisation linguistique. Et à partir de ça, ils ont mis tout en place des mesures de promotion de la langue au niveau des activités culturelles, au niveau de la télévision, où l'exigence de parler l'hébreu normalisé était imposée à tous les membres du secteur public. Et aujourd'hui, les plus grandes inventions, les plus grandes innovations technologiques se font en hébreu, dans les universités à Jérusalem. Donc cette volonté politique a permis de surmonter. Après, on nous parle de la diversité linguistique, la multiplicité des langues africaines. L'Inde est une mosaïque linguistique. En Inde, on a plus de 400 langues différentes. Donc, et ils ont réussi à avoir le hindi, l'anglais et une langue régionale à tous les niveaux du pays, dans tous les États du pays. Donc, cette question linguistique-là, elle est fondamentale. Et puis, elle relève au-delà de la considération idéologique, parce qu'il y a une considération idéologique, il y a aussi une considération politique, mais sur un point purement pédagogique, l'efficacité pédagogique de l'apprentissage en langue nationale est attestée par toutes les études qui ont été faites. Il y a une association qui s'appelle l'OSEO au Burkina Faso, ça s'est fait dans d'autres pays. On montre que les enfants qui commencent à apprendre en langue nationale acquièrent des performances supérieures à ceux qui apprennent en langue étrangère. Et même en français, ceux qui ont commencé en langue nationale arrivent à surpasser ceux qui ont commencé en français au bout de 3 ans. Parce qu'ils ont réussi déjà à acquérir les fondamentaux, les structures grammaticales, les mécanismes de raisonnement psychologique qui leur permettent facilement de s'investir dans des problématiques autres, donc dans une langue étrangère. Donc, cette autre problématique me semble essentielle. Chaque fois que je discute avec un Norvégien ou un Allemand qui n'est pas familier des pays africains, ils ne comprennent pas comment on peut apprendre à un Sénégalais le français au primaire. Je veux dire, toute personne qui n'a pas une influence, qui n'a pas des préjugés, nourris par la fréquentation des organisations ou des institutions internationales, s'émeut et s'étonne de cette anomalie de voir des enfants dans un village au Sénégal, au Burkina Faso ou au Tchad, qui parlent le français et qui se trouvent dans un environnement linguistique totalement différent lorsqu'ils entrent à la maison. Il ne s'agit pas d'une revendication purement idéologique. C'est un problème d'efficacité pédagogique, encore une fois, qui permet de investir efficacement dans les langues étrangères. Vous allez à Maurice, vous allez aux Seychelles, les langues, ils sont tous trilingues. Ils parlent français, ils parlent anglais et ils parlent créole. Et ils le parlent très très bien. Donc la question linguistique
pour revenir à la question de la qualité de l'éducation, se pose. L'autre élément de la qualité dont j'ai parlé, de la pertinence des politiques, la question linguistique. Et aussi les finalités du système éducatif. Finalité, le système éducatif est un système de reproduction ou de production, pour emprunter un terme à l'économie. Donc les sortants sont supposés répondre à un certain nombre, à des standards. Et quel est le standard qu'on voudrait de nos systèmes éducatifs? Quel type d'Africains, quel type de Sénégalais veut-on avoir dans les années à venir? Bien entendu, il y a des préoccupations économiques. Il faut donc avoir des gens capables de relever ces préoccupations économiques. Mais en même temps, il y a cette confiance en soi dont je parlais tout à l'heure, qui est indispensable pour relever les défis de l'indépendance. Le véritable défi de l'indépendance. Quoi qu'on dise, on n'est pas des États indépendants. Il n'y a pas besoin de démontrer. Un État indépendant, c'est un État qui définit sa politique économique et sa politique monétaire. Un État indépendant, c'est un État qui choisit sa langue d'instruction. Un État indépendant, c'est un État qui est capable de développer des politiques collectives panafricaines de manière endogène. Et sous tous ces angles-là, les États ne sont pas indépendants. Alors, par rapport à cette problématique de l'indépendance économique, j'entends bien, voire de l'indépendance politique dans certains contextes, quelle contribution l'éducation peut apporter? Quelle contribution les systèmes éducatifs peuvent apporter? Comment se fait-il que, en Amérique latine, qui était une région complètement dominée par la puissance impériale américaine, comment se fait-il que les États de ces régions réussissent aujourd'hui à se libérer du joug de l'impérialisme américain et qui aujourd'hui jouent d'égal à égal, en tout cas dans des rapports plus ou moins équilibrés avec toute cette puissance? Parce qu'à mon avis, il y a un certain ancrage historique, un ancrage culturel, un refus, le sentiment de refus, cette culture de refus, le refus de la domination. On peut être dominé si on n'a pas les moyens, bien entendu. Si vous venez chez moi et vous me pointez une arme, je suis obligé de me soumettre. Mais je ne vais pas l'accepter psychologiquement. Autant je peux savoir que tu es plus fort que moi aujourd'hui, autant je peux me dire, oui, j'accepte cette domination, mais que c'est une domination provisoire. Mais la meilleure façon de dominer, c'est de faire accepter à l'autre son état de domination. Oui. Or, on est en présence de ce processus. Pendant l'esclavage, où d'autres acteurs, des esclaves libérés, refusaient leur libération et voulaient la continuation de la domination de leur maître, parce que tout simplement, ils n'ont jamais appris à être libérés. Et que l'énigme, l'inconnu de la liberté, la responsabilisation que cela implique, ne lui est pas familier, parce qu'il ne sait pas comment prendre en main ses responsabilités. Or, la prise en main de ces responsabilités, c'est aussi le développement des compétences, le développement des capacités, la capacité de gestion, les capacités de pilotage, pas simplement des systèmes éducatifs, mais de pilotage et d'administration, de gouvernance des systèmes politiques. Donc, une fois qu'on a ces capacités-là, les perspectives de développement deviennent non pas inaccessibles, mais au contraire apprivoisées. En tout cas, on n'a pas de crainte. Le développement n'est pas quelque chose de mystérieux. On est en mesure de démystifier ce processus. Parce que beaucoup d'États pensent que le développement est quelque chose d'impossible. Et là, ça renvoie à la question de la confiance en soi. Vous prenez la Chine aujourd'hui, qui est l'État dont la position des leaders est aujourd'hui incontestée. Ce pays s'appelle le pays du soleil levant. Le soleil se lève partout dans le monde. Ils disent que eux, c'est chez eux. Tout simplement pour dire que le centre du monde est chez nous. Et avec cette confiance inébranlable,
il est impossible de retenir ce continent, ce pays. Ils vont naturellement se développer, et ils vont se doter des moyens technologiques, les moyens militaires, parce qu'aujourd'hui la Chine est le pays qui investit le plus sur le plan militaire pour assurer sa sécurité. Sur le plan, il y a chaque année 400 000 ingénieurs qui sortent des écoles chinoises. Donc, vous voyez, donc cette perspective de développement-là, elle n'est pas uniquement éducative. C'est comment, alors encore une fois, les systèmes éducatifs peuvent nous aider, peuvent apporter leur contribution, parallèlement à l'effort culturel, à l'effort des associations, à l'effort des politiques. Donc comment le système éducatif peut amener à transformer les mentalités et en faire des vecteurs, des acteurs de premier plan de la transformation sociale qu'on voudrait. Maintenant, pour revenir sur les systèmes éducatifs en eux-mêmes, je parle du faible niveau d'efficacité. L'efficacité, ce qu'on entend efficacité dans le système éducatif, sur la capacité à conduire des cohortes d'élèves jusqu'au maximum de ce qu'ils peuvent. Et on considère que l'achèvement du cycle primaire est un objectif minimal que le système éducatif devrait produire, indépendamment des insuffisances que j'ai déjà mentionnées. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans les pays africains d'une manière générale? Ce qu'on appelle les déperditions, c'est-à-dire les gaspillages qui sont liés aux abandons et au redoublement, représentent près de 3 fois de ce que le système aurait dû faire en situation idéale. En situation idéale, ça veut dire que quand un enfant entre à l'école, automatiquement, il arrive en dernière année d'études. Si on compare par rapport à cette norme-là, on a des coefficients de déperdition de l'ordre de 3. C'est-à-dire qu'on dépense 3 fois plus que ce qu'on peut faire. Ce qui revient à dire que l'efficacité interne, le coefficient d'efficacité, est de l'ordre de 33%. On est efficace à 33%. Les systèmes les plus performants sont efficaces à 60%, 70%. Donc 30% d'une efficacité observée, analysée dans la quasi-totalité des systèmes africains. Donc pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on propose comme solution? C'est, bien entendu, au-delà des discours sur l'amélioration des performances des enseignants, l'amélioration des conditions d'apprentissage qui ne sont pas réalisables, on propose les promotions automatiques. On dit, voilà, il faut promouvoir les enfants dans les sous-cycles, avec des arguments justifiables, hein, on peut défendre. Que le redoublement n'apporte pas grand-chose. Tout ça, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que le système ne répond pas aux aspirations sociales. Le système n'est pas calibré selon les besoins d'un développement endogène. Et toujours par rapport à l'efficacité, l'autre élément qu'on peut se poser, c'est est-ce que le système répond aux besoins des développements social et économique? Est-ce que les sortants de nos systèmes éducatifs sont capables d'être des citoyens capables donc de participer à la vie sociale, mais également de relever les défis économiques? Est-ce qu'une fois qu'on sort de nos systèmes éducatifs, nos capacités de travailler, notre productivité est à la hauteur de ce qu'on attendrait d'un diplômé de centre de formation? Mais au-delà de toutes ces questions qui relèvent plutôt d'une méthodologie d'analyse, la question est de savoir, est-ce que la priorité accordée à l'éducation de base est justifiée? Ça veut dire, aujourd'hui, près de 40% des budgets nationaux sont consacrés à l'éducation. C'est une bonne chose. Sur ces 40% de budget de l'éducation, on a près de 45% ou 40%, comme le Sénégal, qui est consacré
à l'éducation, les 40% c'est le budget de l'éducation totale. À l'intérieur du budget de l'éducation totale, les arbitrages qui sont faits sont en faveur de l'enseignement de base, et généralement de l'éducation primaire, qui absorbe, dans le cas du Tchad, dont les chiffres sont encore frais dans mon esprit, on a à peu près 40% du budget de l'éducation qui est accordé à l'enseignement primaire. Tout simplement pour atteindre l'objectif de scolarisation pour tous. C'est-à-dire qu'amener tous les enfants jusqu'en dernière année, c'est-à-dire arriver à atteindre un taux d'achèvement de 100% du cycle primaire. Que les enfants qui entrent, quasiment tous, puissent arriver au CM2. L'objectif en soi n'est pas condamnable. Et même c'est un droit d'avoir ces aspirations-là. Mais sur un plan purement stratégique, par rapport aux modalités de mise en œuvre de cette politique d'éducation pour tous, est-ce qu'il est judicieux de miser essentiellement sur le cycle primaire comme le dicte la communauté, ce qu'on appelle la communauté internationale? Tous les pays émergents, asiatiques et de l'Amérique latine, sud-américains, ont misé sur la formation technique et professionnelle qui a été le vecteur de leur développement économique. Et nous, en revanche, quand on regarde les budgets accordés à l'enseignement technique et professionnel, ce budget est totalement négligeable. Totalement négligeable. Vous allez au niveau de l'enseignement supérieur. Aucun standard, les normes d'assurance qualité, les normes de certification qui imposent un certain niveau de qualité minimale à ces institutions ne sont pas appliquées. Même la notion d'assurance qualité commence à peine à pénétrer les universités africaines. Donc, la question qui se pose au-delà de l'accès, de l'efficacité interne, qui sont généralement des questions posées lorsqu'il s'agit de l'éducation de base, donc du primaire et du premier cycle du scolaire, ces questions-là, à mon avis, doivent être restituées dans une problématique encore plus large des priorités à accorder selon les sous-secteurs. Et à mon avis, privilégier le sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel devait être la ligne de conduite des États pour en tout cas arriver à cette espérance de développement qui pourra produire, générer des ressources suffisantes pour ensuite arriver à cette scolarisation universelle. Encore une fois, l'objectif de l'éducation pour tous de qualité est un objectif, je pense, universellement partagé, mais les modalités de mise en œuvre de cette politique doivent être révisées au niveau des États en fonction des priorités de développement. J'ai parlé aussi de la persistance des inégalités, mais de toutes les façons, le système formel ne peut que produire des inégalités, parce que ce système est basé sur des classes en dur, sur des tables bancs, sur des manuels scolaires, donc tout un système imposé qui n'a aucune ramification interne et que la réflexion même endogène, particulière, sur les modalités même d'enseignement ne sont pas posées au niveau des États. Il est impossible, dans les conditions de perception actuelle de l'éducation, d'arriver à un système performant dans le pays. L'absence des capacités institutionnelles et techniques au niveau des ministères de l'éducation entraîne une pauperisation des ministères et aussi une forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est ce que disait justement Joseph Kizerbo, que ce droit à l'éducation est imprescriptible. On ne peut pas le déléguer. On ne peut pas déléguer l'éducation de ses propres enfants à des entités extérieures. La réflexion sur le développement ne peut qu'être endogène et que l'appui extérieur ne doit venir que comme un appui, c'est-à-dire soutenir des efforts nationaux
déjà entrepris. Donc cette question de gouvernance se pose réellement. Les pays ne sont pas capables de produire leur propre vision stratégique. On a des slogans, hein, la renaissance africaine, l'émergence, etc. Donc ces slogans, qu'est-ce qu'on met derrière ces slogans-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça la véritable question qui va se poser. Et une fois qu'on a cette vision même, à supposer que cette vision soit produite par l'extérieur, on a très peu de chances de les réussir au niveau de leur mise en œuvre, leur implémentation. Parce que tout simplement, on est dans un domaine social. L'éducation est un phénomène social et que les phénomènes de transformation, de changement, sont des processus lents. Et ces processus lents-là requièrent des mobilisations, une mobilisation nationale. Donc la question du leadership va se poser et la question de la mobilisation. Or, cette mobilisation ne peut être acquise que si on se situe dans un mode participatif. Si tous les acteurs, en tout cas les acteurs les plus importants, participent à l'élaboration de la politique, adhèrent à la vision générale, ça peut faciliter donc la mise en œuvre parce que tout le monde se sent concerné. Ce n'est pas tout simplement une question de management. Dans les ouvrages de management, on nous dit qu'il faut être participatif, etc., etc. Mais dans la vie sociale, c'est un élément fondamental. Si Cuba a réussi à transcender la question de l'analphabétisme, c'est qu'il y a eu une mobilisation totale à l'échelle nationale. Aujourd'hui, ce pays, il n'y a pas d'analphabète. Alors que le taux d'analphabétisme sur l'ensemble du continent africain avoisine les 60%. Donc, il y a eu le décret de combattre l'analphabétisme pris par un leadership politique transformationnel. Et cette décision du leadership national s'est traduite parce que tout simplement en action concrète, parce que tout simplement, il y a eu cette adhésion populaire. Donc, aucun acte de transformation réelle ne peut se faire sans une mobilisation sociale. D'où l'importance aussi des questions de marketing social. Comment arriver à embarquer toute une population derrière une vision? Ça, bien entendu, ça exige et ça impose en amont l'exemplarité. L'exemplarité du leadership. Donc, ces questions d'exemplarité restent valables pour les systèmes éducatifs, mais au-delà des systèmes éducatifs, restent valables dans la gestion et le pilotage des États, de manière générale. Sur la question du financement de l'éducation, quand on regarde la structure des budgets de l'éducation, généralement, on essaie d'établir un cadrage, ce qu'on appelle un cadrage macroéconomique, pour voir à partir de la richesse des pays, quelle est la part qui revient à l'État et qui est essentiellement due à la pression fiscale. Déjà, la capacité de mobilisation des ressources est très limitée sur l'ensemble du continent africain. Et ceux qui font le mieux arrivent à une capacité de pression fiscale de l'ordre de 15% sur l'ensemble de la richesse nationale. Donc, déjà, une ressource disponible pour l'État, je parle de l'État, qui est relativement faible. Et sur ces ressources faibles, on a le budget de l'État. Ça constitue le budget de l'État globalement, et une part accordée à l'éducation. Le Sénégal est un exemple sur cette question-là, depuis fort longtemps, depuis les 15 dernières années. En tout cas, le budget nominal de l'éducation est de l'ordre de 40%. Certains disent que le budget exécuté, donc le budget réel, il est plutôt de l'ordre de 25%, ce qui reste bien considérable. Parce que dans beaucoup de pays, on peut avoir beaucoup d'argent, mais les capacités d'absorption sont très faibles. L'argent n'est pas utilisé parce que tout simplement, il y a des procédures de passation de marché, des procédures de gestion qui sont souvent très sophistiquées et qui font qu'on n'arrive pas à utiliser convenablement les ressources disponibles. Mais déjà, 25%, c'est important. Mais ces 25% couvrent et est utilisé à hauteur de 80% pour le salaire des enseignants.
Donc ça veut dire que la marge de manœuvre, de transformation du système sur le plan qualitatif est de 20% du budget. Donc, pratiquement, le budget, c'est un budget de fonctionnement. Essentiellement, c'est des budgets de fonctionnement. Donc, la part d'investissement est quasi nulle. Et c'est là où le piège se trouve. On a des budgets d'investissement quasiment nuls. Ça veut dire que donc, on doit faire recours à des financements extérieurs. Et ces financements extérieurs ne sont pas donnés gratuitement. Ce n'est pas donné gratuitement. Non seulement c'est des financements, on parle d'appui budgétaire, mais c'est très rare. L'appui budgétaire, ça veut dire qu'une organisation, une institution, là c'est dans le cadre multilatéral, comme la Banque mondiale et le FMI, ils peuvent apporter des appuis budgétaires. C'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent qu'on verse dans le budget global et que c'est nous qui décidons de l'orientation de ces sommes-là. Ça, c'est très rare. Service, etc. Mais dans les relations bilatérales d'État à État, c'est des appuis orientés. C'est-à-dire que le bailleur dit que je voudrais que le financement aille dans tel secteur. Donc, de facto, ça crée des distorsions dans la politique éducative. L'État n'a plus mainmise sur les orientations stratégiques parce que tout simplement, il y a un financement extérieur qui est orienté sur un secteur qui répond d'abord aux préoccupations du bailleur. Et quand bien même on aurait eu des financements budgétaires, c'est-à-dire qu'on nous laisse la liberté de gérer comme on le souhaite les financements, ça crée un autre piège qu'on appelle la fongibilité de ce financement. Parce que ce qu'on entend par la fongibilité du financement, c'est que quand j'avais prévu de mettre 100 à un endroit, par exemple pour le primaire, je reçois un budget global, je dis, ah bon, au lieu de prendre le budget que je reçois pour ajouter aux 100 que j'ai mis, non, je les substitue. J'enlève mes 100, je dis donc, le budget global là, je vais l'orienter ailleurs, et je laisse les 100 que j'avais initialement prévus. Donc cette fongibilité là aussi crée des distorsions au niveau de la structure de financement. La question fondamentale, l'enjeu le plus important, c'est comment ces financements extérieurs entraînent des distorsions dans les politiques éducatives nationales. Elles créent des distorsions parce que tout simplement, elles sont orientées, le bailleur a ses propres préoccupations et dit que je voudrais investir sur la petite enfance, je voudrais investir sur les cantines scolaires par rapport à leur propre agenda institutionnel. Donc, on a véritablement ce problème-là. Maintenant, quand on prend ce qu'on appelle le don, parce que dans le concept d'aide, c'est un concept ambigu. Parce qu'au niveau international, quand on prête de l'argent à un taux bonifié, un taux inférieur au taux du marché, on appelle ça une aide. Alors qu'il y a un intérêt. L'intérêt, il est faible, mais il existe. Et le principal, il faut dans tous les cas le rembourser. Donc il n'y a pas véritablement d'aide. À supposer qu'il y ait de l'aide, à supposer qu'il y ait cette aide-là. Regardez, par exemple, aujourd'hui, au niveau international, le principal bailleur, c'est le Partenariat mondial pour l'éducation, qui est un consortium d'États qui ont mis de l'argent et qui finance les pays. Mais ce financement est conditionné à la production d'un plan stratégique de développement national. Ce plan, généralement, il est de 10 ans. C'est un peu comme le PSE, mais le PSE, c'est un plan multisectoriel. On couvre l'ensemble des domaines de développement. Mais pour le Partenariat mondial de l'éducation, le financement qu'il accorde est conditionné à la production d'un plan de développement de l'éducation. Et regardez comment ça se fait. Il vous dit, ok, vous voulez de l'argent, il y en a qui ont reçu jusqu'à 100 millions de dollars, gratuitement. Mais vous devez faire votre plan. Mais ce plan-là, vous devez le faire endosser par les bailleurs. C'est-à-dire que vous faites votre plan, vous allez amener votre plan, vous dites au bailleur,
est-ce que ce plan-là vous convient? Est-ce que vous voyez la distorsion là? C'est quand même un petit problème. Un pays souverain qui fait son plan, il est obligé de soumettre. C'est pas, ça c'est des choses dans lesquelles je travaille. C'est la réalité. Hein? C'est pas des histoires qu'on raconte. C'est le plan, il est soumis on appelle ça le cadre partenarial. Ils se concertent et ils disent, bon, ce plan-là, ça va un peu, mais là, il y a un problème là qui n'est pas trop bien. La question, par exemple, des talibés, c'est pas bien traité. Je fais exprès de parler de la question des talibés. En réalité, depuis quand la question des talibés préoccupe les bailleurs extérieurs? Mais aujourd'hui, c'est devenu une véritable préoccupation. Face à la menace terroriste, aujourd'hui, on pousse les États à agir sur la question de la formation coranique. Tous les bailleurs bilatéraux aujourd'hui investissent dans ce secteur-là. Alors que nous, en tant qu'État, on aurait dû penser à ça depuis longtemps, si on était réellement souverain. Quand on voit la situation des talibés, quand on voit les conditions d'apprentissage. Mais aujourd'hui, bientôt, on aura quelques éléments de solution. Parce que tout simplement, c'est devenu une préoccupation exogène. Ouais. Donc, le partenaire va dire, il y a cet aspect-là qui n'est pas bien traité dans le plan. Le budget alloué à ce secteur n'est pas suffisant. Donc, tout simplement, pour dire que la question du développement endogène, de la réflexion autonome, de vision stratégique nationale, n'est pas les conditions pour arriver à ces éléments-là ne sont pas encore réunis. D'où le système un peu bâtard. Bâtard parce qu'ils n'ont aucune filiation historique, aucune filiation culturelle et aucune perspective de développement socio-économique. Sauf celles qui sont définies dans l'agenda international. Bien entendu, je le dis de manière assez brutale, la situation, l'Afrique, c'est plusieurs pays, la situation est variable d'une région à une autre, d'un pays à un autre. Il y a des poches d'autonomie qui existent. N'exagérons pas. Il y a des véritables poches d'autonomie. Il y a des pays qui arrivent à imposer leur vision. Et encore une fois, le dominant souvent compte sur nos propres complexes pour nous dominer. Parce que souvent, il y a des actions que nous menons qu'on ne nous demande même pas. On le fait par anticipation pour plaire. Vous voyez? Donc, il y a cette recentrage, cette démystification de la puissance extérieure, puissance de domination, qui peut prendre des formes psychologiques. Et c'est surtout ça même qui est le plus important. Comment cette domination psychologique, comment pourrons-nous arriver à nous affranchir de cette domination psychologique pour être les maîtres et les principaux vecteurs des changements pour lesquels nous aspirons au sein de notre société. Donc, j'avais prévu d'afficher quelques indicateurs, quelques statistiques pour ce qui concerne le Sénégal, mais peut-être que dans les échanges, on pourra les avoir. Donc, rapidement, et en guise de conclusion aussi, je vais relever quelques points. Je pense qu'il y a une certaine proximité réelle des systèmes éducatifs africains qui évoluent à des vitesses plus ou moins différentes. Que ce soit au niveau de la scolarisation, que ce soit au niveau des performances, que ce soit au niveau des visions, la vision, que ce soit au niveau des capacités même institutionnelles des pays. Il y a des divergences, il y a une diversité, mais aussi il y a des points communs. Pour ce qui concerne par exemple la qualité, prenons le cas des manuels scolaires. La plupart des études, toutes choses égales par ailleurs, sur les performances scolaires ont montré l'importance du manuel scolaire. Or, si vous voyez le manuel scolaire, développer une politique du livre d'une manière générale et du manuel scolaire de manière spécifique relève de l'impossible pour les États individuellement. Et là, une politique africaine continentale pourrait arriver à résoudre ce problème-là.
d'abord pour la définition des curricula. Comment? Sur le plan de l'histoire, hein, sur la définition des objectifs de l'éducation. Après tout, l'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique a enfanté l'Égypte antique. Et tous ces savoirs historiques emmagasinés ne peuvent pas être inutiles parce que tout simplement l'éducation est un processus. Quel bénéfice peut-on tirer de tous ces phénomènes? Parce que depuis l'origine de l'humanité, en tout cas tel que le dit la science, hein, je ne vais pas soulever des polémiques religieuses, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on considère l'Afrique comme berceau de l'humanité. Et cette humanité est née en Afrique. Et c'est démontré que le paléolithique africain dévance des milliers et des milliers d'années le paléolithique qu'on a trouvé ailleurs dans le monde. La domination de la nature, le fait de dompter le feu, l'agriculture et tout ça est un processus. C'est un processus, c'est accumulatif. Et l'histoire n'est pas inutile, même à l'échelle individuelle. On s'accorde que le devenir de l'individu est en grande partie dicté par sa trajectoire depuis l'enfance. Ce qui est vrai à l'échelle individuelle reste vrai aussi à l'échelle des peuples. Donc il y a des savoirs accumulés, il y a des savoirs ancestraux puissants et qui peuvent être des véritables vecteurs de transformation sociale. On nous parle des droits de l'homme, la charte de Mandé date bien avant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans la charte de Mandé, on nous dit même comment respecter les animaux. Comment respecter les animaux, comment respecter l'étranger, comment développer. Donc, toutes ces valeurs existent. Il faut les exhumer, il faut les mettre dans nos systèmes éducatifs et aussi voir comment l'Afrique peut être à la hauteur des nouvelles technologies qui se posent. Moi, personnellement, je suis docteur ingénieur en informatique. Et je pense que ma trajectoire n'est pas singulière. J'ai fait mes études au Sénégal, mes études primaires, collège, lycée, tout ça au Sénégal. Et j'ai pu faire ça. On est dans les secteurs où l'investissement est très faible, où l'investissement est purement intellectuel. Et cet investissement intellectuel, les Africains peuvent le faire. Et quand je vais donner l'exemple de Maurice. Maurice était leader dans le textile à une époque. Et quand ils ont vu que Madagascar, l'île d'à côté, s'est développée dans le textile, et que d'autres pays sont lancés dans le textile, ils ont voulu changer, transformer leur structure économique. Ils ont décidé de se lancer dans les services, dans le service bancaire. Et quand ils ont décidé de se lancer dans le service bancaire, ils ont créé des institutions d'enseignement supérieur spécialisées, aux standards internationaux, avec l'exigence maximale de qualité, avec des normes d'assurance qualité les plus élevées au monde. Et quand ils ont fait cela, aujourd'hui, c'est devenu une plateforme tournante des finances, en tout cas à l'échelle continentale. Donc ce processus de transformation-là doit être réfléchi et certaines activités peuvent se faire à l'échelle continentale. À l'échelle continentale, je parlais des manuels scolaires, je parlais de la politique linguistique, je parlais des centres d'excellence. Les centres d'excellence, on ne peut pas créer au niveau de l'enseignement supérieur des centres d'excellence dans tous les pays, c'est impossible. Parce que les investissements nécessaires sont très élevés. Donc, c'est des politiques qui peuvent se faire à l'échelle continentale. Donc, voir en fonction des atouts nationaux, quels sont les centres qu'on peut créer. Mais là encore, aux standards les plus élevés, aux standards internationaux. Il faudrait que l'ingénieur qui sort de ces écoles-là soit comparable aux ingénieurs qui sortent de n'importe quelle école supérieure, la plus performante du reste du monde. C'est seulement à travers cette exigence de qualité, cette exigence de performance, qu'on peut arriver à avoir des masses critiques de compétences réelles qui pourraient fondamentalement transformer nos économies et nos sociétés. En même temps, cette vision enchâssée sur les réalités africaines doit aussi être universelle. Je pense que
l'histoire de l'humanité, la trajectoire de l'homme, tel qu'on nous l'a décrit, montre bien que l'humanité est unique et que le cheminement, même s'il parle de l'Afrique, c'est la même personne qu'on retrouve en Europe, en Amérique latine et en Asie. En tout cas, la théorie, la thèse du berceau unique, le berceau monogénétique de l'humanité est aujourd'hui la thèse dominante auprès des anthropologues. Mais au-delà même de cette considération anthropologique, il me semble humain et naturel, et même pour les intérêts africains, qu'on puisse apprendre des autres et qu'on puisse partager des autres. Et pour finir sur un seul mot, je pense que les éléments de transformation, de changement, sur lesquels j'ai essayé de discuter très très rapidement, restent conditionnés à la capacité de leadership des décideurs. Mais ce leadership-là, d'abord, doit être au sommet de l'État. Je pense que si on veut véritablement transformer une société, il faudrait qu'on ait une vision ambitieuse. Mais cette vision ambitieuse, elle ne doit pas être tout simplement stratosphérique, c'est-à-dire déconnectée d'une certaine réalité. Elle est ambitieuse, mais on se donne les moyens de ces ambitions-là. Et l'un de ces moyens-là, et le moyen le plus sûr, c'est la mobilisation sociale. Comment arriver à embarquer, à mobiliser toute la population, tout le peuple, derrière un destin commun, vers une perspective clairement exprimée, pour dire que dans les 10 années à venir, voilà ce qu'on voudrait que le pays soit, que le Sénégal soit. Et qu'on donne l'exemplarité dans les actes et dans les actions pour que cette transformation-là soit crédible, cette politique, cette vision soit crédible. Et en ce moment, tous les acteurs de la société pourraient, par la seule volonté du leadership national, converger vers cette transformation souhaitée. C'est pourquoi je pense que la question du leadership, la question de l'engagement individuel est importante, mais toutes ces questions-là, encore une fois, restent tributaires, dépendent fondamentalement de la capacité de transformation des leaders politiques. Et ce leadership-là, on peut le retrouver aussi au niveau administratif, mais tout simplement avec un impact peut-être limité. Mais par mon expérience et de mon point de vue, je pense que la véritable transformation dépend du leadership politique. On a vu dans la société sénégalaise des transformations fondamentales. Quand même, le pays, il est petit, le Sénégal. Il est petit, mais on a des hommes qui ont une stature internationale, de véritable stature internationale. On a des fondamentaux qui sont en place pour le développement, que ce soit sur le plan intellectuel. On a eu des élites, même s'ils ont eu des points de vue controversés, on a eu des élites qui en tout cas ont été au devant de la scène continentale, voire mondiale. On a des Senghor, on a des Cheikh Anta Diop. Les pays qui ont des personnes comme ça peuvent aspirer à grand chose. Sur le plan religieux, qui est une autre dimension fondamentale, on a eu des guides qui ont eu des statures continentales, des statures nationales, qui ont su imprimer une direction purement nationale, la dimension religieuse. Donc si on a eu des gens capables de faire ça, on a tous les atouts d'atteindre une certaine forme de développement. Si on n'est pas développé, c'est qu'on n'a pas voulu encore. Donc, je vais terminer sur ce mot. Il y a Moulin qui demandait est-ce qu'il y a un pays qui apprend en langue nationale. Donc, j'avais cité les Seychelles, Maurice, ils enseignent en créole, ils commencent en créole, après ils introduisent l'anglais et le français. Donc ils sont totalement trilingues. Tu prends le Rwanda. Le Rwanda, ils enseignent le Kinyarwanda. C'est ça, ils commencent avec le Kinyarwanda. Il y a eu un problème politique
un conflit diplomatique entre le Rwanda et la France, ils ont décidé d'abandonner le français comme deuxième langue. Ils ont introduit l'anglais, ils l'ont fait de manière précipitée, mais aujourd'hui, c'est vrai, ils parlent anglais. Mais ils appellent aussi le Kinyarwanda au primaire. Ils commencent par ça, et ensuite, ils passent à l'anglais, et là, ils ont décidé de réintroduire le français comme seconde langue. Hein? Maintenant, la question linguistique qui a été posée, elle est complexe. Hein? J'ai parlé du principe général et d'une aspiration qui se justifiait pour plusieurs raisons. Pour des raisons pédagogiques d'abord, parce que l'école est faite pour apprendre, et qu'on apprend mieux dans une langue maternelle. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas apprendre les autres langues. On doit apprendre l'anglais parce que c'est la langue du commerce international. Donc s'il y avait même une langue étrangère à choisir, il faut choisir l'anglais. Si on est vraiment libre de choisir. Bon. Maintenant, si on peut choisir, plus on parle de langue, mieux c'est un atout. Si on pouvait tous parler 20 langues, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'intérêt dicte de commencer, l'intérêt pédagogique, je veux dire, de commencer par une langue maternelle et ensuite d'introduire progressivement les langues étrangères. Maintenant, la question, elle est complexe. Une fois le principe dit, comment mettre en pratique ces politiques. Moi, je pense qu'il y a un préalable. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il y a un conflit ethnique, un conflit linguistique qui est réel. Donc, mais quand on regarde le processus de régulation de l'anglais et du français, ils ont vécu les mêmes problèmes. Hein. Si vous allez dans n'importe quelle encyclopédie linguistique, vous allez voir comment le français s'est imposé par rapport aux langues locales qui étaient présentes ici. Mais pour le contexte africain, moi je pense qu'il y a des connaissances qu'on doit intégrer. Cheikh Anta Diop a montré par la linguistique, ce qu'il appelle la linguistique diachronique, la linguistique comparative, la parenté linguistique de toutes les langues négro-africaines. Ça a été démontré scientifiquement que ces langues ont des racines communes. Et qu'aujourd'hui, moi, parler, je ne sais même pas ce que je suis, hein. Si là, on dit Wolof aujourd'hui, mais je ne sais même pas si c'est Wolof. En tout cas, ce que je suis aujourd'hui, moi, personnellement, ça ne me posait aucun problème d'aller parler le baoulé ou le bété. Hein? Si je vivais dans un environnement baoulé-bété, aujourd'hui, en l'état de mes connaissances, de mon engagement, je demanderais à mes enfants de l'apprendre. Hein? Et je pense que le degré d'aliénation qu'on va atteindre en parlant une langue en africaine est beaucoup moins que de parler une langue étrangère, où l'aliénation ou l'incompréhension reste profonde. Parce que la langue, c'est le véritable moyen culturel, c'est le principal véhicule de la culture. Les mots ont des sens, ont des histoires. Mais ces histoires, on ne l'appréhende pas si on n'est pas issu de cette société-là. Donc, si on est conscient de cette réalité scientifique, la parenté linguistique, je pense que déjà, certains obstacles seraient déjà résolus. Je veux dire, on ne va plus se mettre là à dire, voilà, ma langue, elle est plus importante. Il y a forcément une forme d'aliénation d'apprendre la langue de d'autrui, surtout si c'est dans sa zone géographique. C'est pourquoi en Inde, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une langue nationale, le hindi, et puis dans chaque région, la langue dominante a été imposée comme langue régionale. Ça, c'est une approche. Mais encore une fois, ces politiques complexes et difficiles ne peuvent se faire que s'il y a une véritable mobilisation sociale. Je veux dire, moi je pense qu'en 2000, si Wade avait cette vision de mobilisation, il aurait pu imposer beaucoup de choses, il aurait pu demander, et les gens l'auraient fait, parce que les gens voulaient le changement. Et que s'il avait incarné, comme on l'aurait souhaité, hein, par une certaine forme d'exemplarité, je pense qu'on aurait pu arriver à faire beaucoup de choses. Je ne sais pas si on allait réussir la question linguistique, mais en tout cas, on pourrait faire beaucoup de choses dans ce domaine. Mais encore une fois, pour moi, je ne critique pas Wade d'une manière générale. Je donne cet exemple-là pour dire qu'en 2000,
il y avait un certain enthousiasme populaire qui pourrait constituer, être une opportunité en tout cas, de véritables changements. Voilà, Mourad disait au Sénégal, qu'est-ce qui a été fait? Bon, moi, je travaille ponctuellement avec le Sénégal, je n'ai pas de projet particulier du Sénégal, mais récemment, j'ai organisé un séminaire sur la planification de l'éducation et les technologies du numérique, où le Sénégal était là, en la personne du directeur de la planification. Et je sais aussi, parce que je suis dans le milieu de l'éducation, que sur le plan de la gestion administrative, la gestion technique du système éducatif, le Sénégal est l'un des pays les plus avancés de l'Afrique. Je parlais des retards sur la production des statistiques de l'éducation dans certains pays. Mais au Sénégal, chaque année, on a les statistiques. Et on a su mettre en place un système d'information performant qui permet la remontée des informations depuis les écoles jusqu'aux structures déconcentrées et centrales, et puis la compilation, le traitement et leur diffusion à travers le net et tout ça est suffisamment maîtrisée. Donc il y a une maîtrise absolue de ces éléments-là. Sur le plan des compétences techniques également, il y a des compétences institutionnelles réelles. Par exemple, le plan stratégique de développement du Sénégal, avant c'était le PDF, le plan de développement de l'éducation et de la formation, qui est terminé. Et là, ils ont lancé le paquet. Le paquet, c'est centré sur la qualité. Je ne peux pas expliquer l'acronyme, mais si vous regardez sur Internet, vous allez le trouver. Hein. C'est tout simplement le document de plan décennal de développement de l'éducation. Et ça a été fait quasiment à 100% par une expertise nationale. Donc, pour dire qu'il y a des compétences réelles au sein du ministère, dans le pays, pour soutenir une réflexion endogène pour le développement de l'éducation. Donc, cette compétence-là, elle est là. Maintenant, la question n'est pas de faire un plan. Un plan, je pense qu'un bon étudiant de maîtrise qui est bien formé, on lui donne quelques éléments, s'il est bon débrouillard, il peut aller chercher des informations à gauche, à droite et rédiger un plan. Ce n'est pas le problème. La question c'est, est-ce que le plan est pertinent? Est-ce que le plan véhicule une vision de développement, une véritable vision de développement? C'est ça la question. Je sais qu'au Sénégal, en tout cas avec le ministre actuel, il est très, en tout cas, branché technologie, il est très, très numérique, digital, et donc on peut espérer que les capacités déjà développées au sein du ministère vont se renforcer. Quand on prend par exemple la gestion du personnel, ça c'est un véritable défi pour beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, on a beaucoup d'enseignants fictifs, des enseignants qui émargent et qui n'ont pas de réalité tangible, ils n'enseignent pas. Et au Sénégal, ils ont réussi à résoudre ce problème-là par le simple fait de la numérisation des processus d'identification des enseignants et aussi par la bancarisation de la paye. Donc il y a eu beaucoup, les processus par exemple d'affectation et de redéploiement, ça a été totalement automatisé avec des critères objectifs. Je veux dire, il y avait à l'époque ce qu'on appelait le quota sécuritaire. Le quota sécuritaire, c'était un système qui donnait une marge de manœuvre au ministre pour recruter ou affecter, je me trompe, les enseignants à sa guise. Et aujourd'hui, ils ont réussi à supprimer ce quota sécuritaire. Donc, il y a une forme de transparence qui s'est davantage introduite. Et les mutations se font sur des critères objectifs complètement automatisés. Il y a simplement quelques résidus de personnel qui nécessitent un traitement individualisé. Et pour ça, ils prennent en général une semaine, ils vont à Saly avec les syndicats, les associations de parents d'élèves et le ministère,
et ils travaillent pour traiter ces cas particuliers où, par exemple, il y a des personnes malades, il y a des personnes qui ont le même point, parce que c'est basé sur les points, les affectations sont le même point, donc il y a des litiges, ces questions de litiges sont traitées en commission de manière assez transparente. Donc, sur la maîtrise technique, sur la maîtrise administrative et sur la capacité d'élaborer des feuilles de route de pilotage, ces disponibilités-là sont présentes au sein du ministère de l'Éducation au Sénégal. Et le paquet qui a été le produit d'une réflexion donc, nationale sur le plan de développement de l'éducation est cité comme exemple partout en Afrique. Hein, et que forcément, dans les temps qui viennent, les expertises sénégalaises qui ont travaillé là-dessus vont être sollicitées dans beaucoup de pays pour les appuyer à élaborer leur plan de développement. Ça n'a pas été le cas du PSE. Oui, il y a une question qui parlait du problème de ressources et que la difficulté, c'est d'avoir les ressources suffisantes pour pouvoir répondre aux besoins. Voilà. Bon, les ressources, il y en a. Il y a des ressources existantes. Il y a, au niveau de l'État, si on se place du point de vue de l'État, il y a un problème, bien entendu, de mobilisation des recettes fiscales, par exemple. L'assiette fiscale qu'on peut élargir, qu'on devrait élargir, qui n'est pas suffisamment large, et puis aussi, qui est un peu lié aussi à la pression fiscale. Mais en termes de ressources, on a beaucoup de ressources qui dorment au Trésor français. On a 600 000 milliards de francs CFA en devises qui sont au Trésor français pour garantir, était supposé garantir la convertibilité du franc CFA. C'est pour qui? C'est pour nous. C'est la garantie, ça. C'est la garantie, ça. Non, l'Afrique, les pays francophones, la zone CFA. Les pays de la zone CFA. C'est la garantie. Hein. On a des ressources qui sont là-bas. Ça veut dire que avec 600 000 milliards, on peut quand même construire des infrastructures communautaires, des universités de premier rang, des routes pour relier nos États et développer le commerce intra-africain. Donc, c'est des sommes considérables. Hein? Mais non seulement ces ressources-là existent, mais aujourd'hui, quand un pays africain a besoin d'une aide financière, d'un prêt, c'est un jeu d'écriture. On va aller prendre dans ton propre argent, on te prête, et après tu payes les intérêts là-dessus. C'est ça la vérité. Mais ça, ce n'est pas des inventions, c'est la réalité. Maintenant, il y en a qui disent que la garantie là est importante. Moi, je ne suis pas sûr qu'elle soit importante. Donc, les ressources, il y en a. Et puis aussi, il y a la capacité de mobiliser les ressources communautaires. Les communautés sont prêtes à investir dans l'éducation. Si elles savent ce qu'elles doivent investir, les parents sont prêts à dépenser. Les communautés, d'une manière générale, à travers les organisations qui existent, peuvent mobiliser beaucoup d'argent. On mobilise beaucoup d'argent au Sénégal. J'ai une idée vague et imprécise. Par exemple, comment mobiliser tout ce qu'on donne comme argent de sacrifice, sarah, des trucs comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver avec les guides religieux une façon de mobiliser cet argent-là pour les allouer à des écoles de talibés, des écoles pour les cantines scolaires dans ce système-là? Je pense que le principe d'aumône sera toujours respecté et l'intention qu'on a derrière sera toujours assurée. Donc, je me demande s'il n'y a pas des moyens de mobilisation endogènes de ce type-là, il ne faudrait pas voir comment le faire. Les Adia, là, il y a une capacité incroyable de mobilisation. Hein? Les guides, voilà. Donc, je pense que les ressources peuvent exister. Donc, il faudra. Mais le problème, c'est quel usage on en fait aussi. La question, c'est l'usage. Il faudrait que l'usage soit satisfaisant pour que cette mobilisation-là puisse être pérenne, en tout cas durer un moment.
Donc, et je pense qu'il y a des ressources qui existent et aussi c'est comment l'utiliser de manière efficiente. L'autre question, c'est si on se situe dans le paradigme de l'éducation pour tous à part forcée, on ne va jamais réussir. Moi, je pense que personne ne peut être contre le principe de l'éducation pour tous. Maintenant, la question est de savoir à quel rythme, selon quelle modalité, on pourrait mettre en place cette politique qui vise à la scolarisation universelle. Mais avant ça, il y a des besoins urgents, il y a un besoin de développement, de production de richesses déjà. C'est à travers la production de richesses, l'élargissement des ressources nationales, qu'on peut aussi améliorer les capacités d'accueil. Donc, on est dans une dynamique imbriquée, et moi, je ne pense pas que la priorité, c'est d'investir massivement dans l'éducation pour tous. En tout cas, la modalité dans laquelle elle est faite aujourd'hui ne permet pas, à mon sens, de répondre aux besoins de développement des États. Je pense, en revanche, qu'il est important d'avoir des filières d'excellence. Nous prenons le cas du Maroc, aujourd'hui, au niveau de l'enseignement secondaire, ils ont tous des écoles prépa, Matsup, Matspé, qui produisent des diplômés, des élèves qui réussissent chaque année les grandes écoles françaises, Polytechnique, Mines, Centrale, tout ça. Chaque année, ils vont envoyer près de 15 personnes, facilement 15 personnes. Et dans les écoles d'ingénieurs de rang un peu inférieur, c'est des centaines qu'ils envoient. Donc, ils arrivent avec ce processus de sélection, certes élitiste, c'est élitiste, hein? Donc, comment atténuer le caractère élitiste de ce processus-là? Je pense qu'il faudra commencer par identifier les talents très tôt. C'est-à-dire qu'au niveau des régions, des départements, voir des enfants brillants, particulièrement brillants, qui soient dans un village, avoir des processus de repérage, parce que les intelligences sont partout, et puis il y a des enfants qui sont plus doués que d'autres, tout simplement. Hein? Donc comment les repérer et leur donner des opportunités pour pouvoir faire des études brillantes, en sachant que ces études brillantes-là existent des conditions d'apprentissage coûteuses. Donc, avoir dans chaque région des écoles de cette nature-là, une ou deux, qui va permettre d'avoir cette réflexion. Je ne sais pas si c'est correct, je ne sais pas si c'est injuste, je ne sais pas si c'est inéquitable, mais en même temps, je me dis qu'il y a un besoin d'atteindre une masse critique de compétences de très très haut niveau, et que cette masse critique-là puisse être un vecteur de production de richesse à travers sa contribution, et que, avec cette richesse produite-là, on puisse progressivement élargir l'offre éducative à l'ensemble des enfants. Donc, moi, le principal frein se situe au niveau de la modalité de mise en œuvre du paradigme de l'éducation pour tous, avec cette obsession forcenée de mettre en place, de créer des écoles, de recruter des enseignants, tout simplement pour que tout le monde aille à l'école. Et qu'est-ce que ça conduit à quoi? Ça conduit aux enseignants volontaires, aux enseignants vacataires, qui était la solution naturelle face à la massification de l'éducation de base. Si vous avez des millions et des millions d'enfants qui viennent à l'école et que vous décidez que la priorité est de scolariser tout le monde, vous êtes obligé de recruter des enseignants. Mais là, il n'y a pas mille solutions. Vous n'avez pas les moyens de recruter des enseignants titulaires. Naturellement, vous allez penser à des catégories, à des sous-catégories d'enseignants. C'est une dynamique naturelle qui s'est mise en place, et tout ça, encore une fois, dicté par ces politiques de scolarisation pour tous, dont les modalités, encore une fois, je parle des modalités de mise en œuvre, ont été très mécaniques. Donc dans cette démarche mécanique, on ne peut ne pas arriver aux difficultés que nous rencontrons avec des enseignants peu qualifiés, la contradiction que vous soulignez, d'avoir des enseignants formés en 6 mois, qui doivent former déjà leur propre formation. On l'a vu avec les performances réduites, en tout cas limitées du système éducatif, qui à cela, on ne leur donne pas la formation nécessaire pour gérer les élèves. Le résultat ne peut être que je ne sais pas comment on dit ça. Voilà, un peu comme ça.
Voilà. Et il y avait une question sur l'impact des... Est-ce que les institutions qui enseignent dans les écoles franco-arabes, par exemple, ou arabes, est-ce que ces écoles sont prises en compte? Oui, dans les statistiques de l'éducation, c'est pris en compte. On les comptabilise. Hein. Ils sont comptés, les enseignants sont comptés, leurs performances aussi analysées, au même titre que les performances des systèmes, des établissements, du système formel. Et même aujourd'hui, au ministère de l'Éducation, il y a une direction, une nouvelle direction qui a été créée récemment pour booster encore une fois ce niveau-là. Et il y a des projets de création d'une vingtaine d'écoles de ces structures-là dans le pays. Et le financement est déjà acquis par du Sénégal. Ça c'est fait. Donc c'est pris en compte. Maintenant, est-ce qu'ils auront un impact? Est-ce que leur insertion, peut-être la question c'est ça, est-ce que leur insertion professionnelle sera facile? Ça, je ne peux pas savoir. Mais en tout cas, il y a une demande de formation en arabe, d'enseignement en arabe qui est là. Peut-être que cette demande-là pourrait en tout cas constituer des opportunités d'emploi pour ces personnes. Maintenant, je ne suis pas très informé sur le contenu de leur curriculum. Est-ce que c'est des enseignements professionnels ou c'est un enseignement général? Donc tout ça va dépendre aussi, va conditionner leur insertion professionnelle. Si c'est une formation professionnelle, je pense que leur insertion va dépendre de l'offre du marché, de l'emploi, ou leur capacité aussi à s'installer en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur. Donc tout ça, cette problématique reste générale, aussi bien pour ces écoles-là que pour les écoles classiques, je pense. Maintenant, il y avait une question sur la dimension morale de l'éducation, c'est ça, hein? La dimension morale de l'éducation. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nos sociétés sont totalement permissibles, ou en tout cas poreuses par rapport aux influences extérieures, à travers Internet, à travers le câble, la télévision. Donc on a une capacité d'ingurgitation qui est assez exceptionnelle. Donc on a une jeunesse, en tout cas, très ouverte. Mais ce n'est pas le cas simplement de l'Afrique. Hein. Je pense qu'il y a une domination américaine, une domination occidentale de la culture mondiale, qui plus ou moins s'impose à des degrés divers au pays. Mais je pense que cette influence-là, elle est limitée en Amérique latine, elle est encore plus limitée en Asie du Sud-Est. Parce que tout simplement, pour la question linguistique, vous allez en Chine, ils ne comprennent pas l'anglais, ils ne comprennent pas le truc. Bon, ils vont danser au rythme américain, peut-être, mais l'influence va rester là. Mais lorsqu'il y a cette porosité linguistique, cette capacité à accéder à la connaissance même de ces pays-là, des connaissances véhiculées, des connaissances culturelles véhiculées par ces institutions, forcément on reste influençable. Si en parallèle, on n'a pas un dispositif national de référence, un cadre de référence, hein, parce que l'ouverture est d'autant mieux assumée que l'enracinement est suffisant. Donc s'il n'y a pas d'enracinement sur les valeurs nationales, cette influence devient encore plus importante. D'où la question de la transmission des savoirs et savoir-faire africains, traditionnels, sur lesquels peuvent se greffer, et puis au bénéfice même de nos pays, des savoir-faire extérieurs. Et Senghor, qui est un de vos maîtres à penser, j'imagine, spécialiste, parlait bien d'enracinement et d'ouverture. Voilà. Il y avait aussi une question sur l'insertion professionnelle des sortants des systèmes éducatifs, et aussi parce que si les gens n'arrivent pas à trouver le travail, les parents ne seront pas
très motivés pour envoyer leur enfant. Ce phénomène est analysé en éducation. On appelle ça le coût d'opportunité. Si les parents pensent que l'enfant sera beaucoup plus intéressant, et c'est plus intéressant pour la famille, que l'enfant fasse autre chose que le travail, parce que le bénéfice anticipé, le bénéfice différé de l'éducation n'est pas considéré comme suffisant, forcément, ils vont amener leur enfant à faire autre chose. Or, cette perception-là de la faiblesse, la rentabilité de l'investissement dans l'école, cette perception-là, elle est nourrie par les échecs répétés, par l'inefficacité interne même du système éducatif. Et plus les systèmes seront inefficaces, plus les systèmes ne seront pas en mesure de former des personnes socialement et professionnellement insérables, plus les gens auront une certaine aversion vis-à-vis du système éducatif et beaucoup n'amèneront pas leurs enfants à l'école. C'est pourquoi, dans beaucoup de pays, même les plus performants, ils n'arrivent pas à atteindre la scolarisation universelle parce qu'il y a une masse minimale de la population qui jamais n'amènera leur enfant à l'école. Ce n'est plus une question d'offre éducative qui va se poser, ce n'est pas lié forcément à la capacité de l'État de proposer des écoles, mais aussi, dans ces contextes-là, c'est la demande qui est bloquée. C'est les parents qui ne veulent pas du tout même envoyer leur système éducatif, leurs enfants à l'école. Parce qu'encore une fois, ils trouvent que l'école ne répond pas à certains standards, à certaines aspirations. C'est pourquoi la question de l'intégration, la question de la morale, de l'étude de la morale, ça me pose un petit problème, mais en tout cas, je pense qu'il faudrait que les systèmes éducatifs arrivent à véhiculer certaines valeurs. Je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est la morale, avec toute la pression, l'autoritarisme que cela implique, le subjectivisme que cela entraîne. La question de la morale, moi, me pose personnellement un problème, parce qu'elle est très relative. Les morales sont variables, chacun a sa propre morale. Mais je pense qu'il y a un consensus, des principes sur lesquels on peut s'entendre et qui peut faire l'objet d'un apprentissage, leur introduction dans le système éducatif. Cassé parlait de financement extérieur et comment s'affranchir un peu des injonctions des bailleurs par rapport à nos orientations éducatives. Encore une fois, je pense qu'un pays qui montre qu'il a la capacité de défendre ses points de vue, qu'il a une vision à elle, à lui, pardon, et que le pays est en mesure de l'expliquer, de le défendre, je pense que ce pays peut s'imposer sur la scène internationale. Parce que très souvent, on a affaire à des fonctionnaires, et pas forcément les grands décideurs. Hein? On a affaire à des fonctionnaires. Quand je dis les grands décideurs, ce n'est pas les chefs d'État. Les chefs d'État, ceux qui décident la politique mondiale, des grandes orientations, les stratégies de domination, vont mettre en place les mécanismes. Mais après, on a affaire à des décideurs, mais d'un rang inférieur, et qui souvent peuvent céder devant la pression des pays. Hein. Donc si un pays est réellement décidé à une politique qu'il peut défendre, le pays peut imposer son point de vue. Et souvent, pour des raisons diplomatiques, surtout si c'est justifié, il n'est pas acceptable qu'on en arrive à des clashs diplomatiques. Donc je pense que, et puis la survie même. Et là, ça c'est un autre paradoxe qu'on peut observer dans les pays. Comment se fait-il que les pays, depuis des décennies et des décennies, travaillent avec des institutions internationales, ne développent pas en interne des systèmes de réflexion, des systèmes de concertation pour dire comment faire face à ces partenaires. Quand on regarde, quel que soit le domaine, que ce soit dans la diplomatie, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le développement industriel, il n'y a pas un secteur où la présence massive des partenaires extérieurs ne soit pas
problématique. Mais normalement, à l'échelle individuelle, quand on a un problème, on se donne les moyens de réfléchir sur le problème. Dans les universités, on devait avoir des filières spécialisées dans la recherche qui réfléchissent comment comprendre les mécanismes de fonctionnement de ces institutions. On devait avoir beaucoup d'étudiants qui réfléchissent sur ces questions-là, des professeurs qui réfléchissent sur ces questions. Au sein des ministères, on doit avoir des unités qui disent, voilà, comment se comporter face à une expertise internationale. Comment une problématique qui se pose et qui met en relation les nationaux et les internationaux, comment on doit se comporter. À l'école normale, à l'école nationale d'administration et de magistrature, on doit leur enseigner ça. Parce que c'est des administrateurs civils. On ne devrait pas, dans le contexte de présence massive extérieure dans notre système de développement, on ne devait pas permettre qu'un décideur, qu'un responsable d'un certain rang n'ait pas reçu des formations, n'ait pas reçu des débriefings, en tout cas un mécanisme qui lui permet de dire, voilà, face à cette expertise-là, voilà comment se comporter. Voilà comment vous devez faire pour tirer le maximum de bien par rapport à ces personnes-là. Et ça, c'est un impératif minimal qui devrait dicter la conduite, la gestion même des administrations au niveau des États africains. Donc, pour tout simplement dire que ce sont quelques mesures qui devraient permettre aussi de tirer au mieux les bénéfices du contexte international. Maintenant, c'est quoi le développement? Ça, je pense que moi, je ne peux pas répondre à ça. Ça, c'est compliqué. Mais en tout cas, si déjà on réussit à se soigner, si on réussit à avoir un système de santé correct, si on réussit à avoir un système d'assainissement dans les zones urbaines qui soit satisfaisant, si on a une politique du logement acceptable et que les populations arrivent à subvenir à un minimum vital, de nourriture par exemple, je pense qu'on aura atteint un niveau de développement satisfaisant. On a beau critiquer Cuba, mais Cuba remplit toutes ces conditions-là. Il y a un système de santé performant, un système éducatif performant, les gens ne meurent pas de faim, hein. Tout le monde est éduqué, il y a zéro analphabète. Pour moi, on est dans un contexte de développement assez satisfaisant. Mais ce développement-là, la conviction que j'ai, je ne suis pas sûr, hein, mais c'est une conviction, je pense que si on se cale sur l'orthodoxie économique aujourd'hui, qui consiste à faire le développement d'un côté et le regard rivé de l'autre côté sur les indicateurs macroéconomiques du développement, jamais on ne parviendra à se développer. Parce qu'il y a un seuil de déficit qu'on va nous imposer. On va vous dire que vous ne pouvez pas atteindre un certain déficit budgétaire, ce n'est pas normal. Les politiques de convergence, c'est des fausses politiques. Eux, en Europe, ils peuvent le faire. Ils ont atteint un certain niveau de développement, ils peuvent avoir des politiques de convergence. Ça peut être normal. Mais nous, en Afrique, où le développement doit se financer, au contraire, on doit creuser les déficits. Bien sûr, pas pour les mettre dans nos poches. Mais si on peut creuser les déficits pour développer nos infrastructures, développer notre système éducatif, développer nos systèmes de santé, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Le développement aujourd'hui se finance par l'endettement. Il faut qu'on s'endette, mais qu'on s'endette positivement pour atteindre un niveau de développement acceptable et en mesure de produire, donc en capacité de produire des richesses qui vont permettre à notre population d'avoir le minimum.